Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de nombreux sujets. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de prendre la parole et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Sandrine Rouget, que j'avais déjà reçue pour un épisode sur la perversion narcissique au sein du couple, pour ceux qui se rappellent. Pour cette fois-ci, nous aborderons différents sujets, tous liés au domaine de la psychologie. Des sujets qui font régulièrement la une des magazines santé, des revues de la petite enfance ou des publications sur les réseaux sociaux. Ce sont des termes très en vogue, parfois mal cernés, mal interprétés. Et au milieu de tout cela, des personnes perdues, ne sachant pas vraiment vers qui se tourner pour poser un diagnostic, ni même si un diagnostic est vraiment nécessaire. Souvent des personnes qui se sentent différentes, sans pour autant souffrir d'une pathologie avérée ou visible. Alors, je vais vous dire les termes, hein, c'est hypersensible, haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, TDAH, autisme. Voilà, le cadre est posé. Mais alors, la question c'est, quels sont les liens qui existent entre ces différentes manières d'être au monde? Comment est-ce qu'on évolue dans une société quand on pense, disons, différemment? Quand on ressent les choses de manière décuplée, plus intense, plus tout? Et quid des relations aux autres, de la question du haut potentiel et du couple, de la question de la communication. Donc voilà, c'est un sujet, assez vaste qui fait l'objet déjà de beaucoup, beaucoup d'articles et je trouvais ça intéressant de pouvoir mettre à plat toutes ces notions en compagnie de quelqu'un qui est, spécialisé dans le domaine. Donc bonjour Sandrine, je suis vraiment ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Donc voilà, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas écouté, on avait fait un épisode sur la perversion narcissique au sein du couple qui était hyper intéressant, même si vous avez eu la chance de ne pas croiser ce genre de spécimen. Euh, et donc cet épisode faisait suite à la parution de son livre Emprise et perversion narcissique dans le couple, qui est paru en 2021, qui est hyper intéressant et que je vous recommande. Donc encore une fois, bienvenue Sandrine. Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie? Bonjour Marie, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver et puis de retrouver tes auditeurs pour ce nouveau podcast. Donc moi je suis Sandrine Rouget, je suis auteure spécialisée sur la neuroatypie dans son ensemble. Je suis aussi conférencière et comportementaliste. Donc moi au départ j'ai un parcours avec un diplôme d'école de commerce. J'ai commencé par travailler pendant 15 ans pour des grands groupes et des institutions comme consultante en conduite du changement, puis directrice de communication et puis assistance à maîtrise d'usage énergétique dans le bâtiment. Sur ce dernier poste, j'ai développé un système de profilage qui permettait d'identifier des profils de comportement énergétique afin de les accompagner plus efficacement sur leurs éco-gestes. En 2015, au moment où j'occupais ce poste-là, je découvre mon haut potentiel par l'intermédiaire de mes enfants, comme c'est souvent le cas quand c'est tardif. Alors là, je m'interroge sur cette notion, sur comment j'ai pu passer à côté de ces informations et je me mets à explorer le sujet de façon extrêmement intense, donc en l'occurrence le haut potentiel, mais aussi l'hypersensibilité, les neurosciences, l'anthropologie, l'hypersensorialité, la gestion Mmh. des émotions et cetera. Je finis par en faire une synthèse que j'auto-publie en 2019, sous le nom «Un caméléon trop sensible», qui parle du quotidien, d'une femme, au potentiel, dans ce qu'elle peut vivre dans, ses relations avec les autres, au travail, comment elle a pu expérimenter son école ou sa parentalité. Donc ce premier livre rencontre rapidement, son public, et m'encourage à en écrire d'autres. Donc suit l'année, suivante en 2020 La Caméléone, qui est la version au féminin, mais plus généralisée. En 2021 Emprise et perversion narcissique au sein du couple parce que je réalise, plus je rencontre des personnes, atypiques, plus, elles sont nombreuses à me parler de relations toxiques et ça m'interpelle et l'année dernière, en décembre, je sors, Nuancier de caméléon qui est une synthèse de l'ensemble des principaux profils neuroatypiques, comme tu les as évoqués, à savoir l'hypersensibilité, le haut potentiel, le syndrome d'Asperger et l'autisme en général, le TDAH ou des troubles 10, et comment ces différentes particularités peuvent éventuellement s'imbriquer entre elles.
en parallèle. À la demande de mes lecteurs, je mets à profit mes recherches, pour développer un test à destination de profils atypiques qui me disent, voilà, j'ai fait mon test VACE, j'ai un chiffre de QI et en fait, je fais quoi de tout ça maintenant? Mmh. Donc c'est comme ça que j'en viens à faire, un bilan qui mélange, le tempérament, les éventuels traits, neuroatypiques, mais aussi le parcours de vie, la façon de penser, la façon de ressentir et ce que ça vient dire de ces interactions. Et D'accord. voilà et aujourd'hui du coup, bah, c'est mon activité principale, donc je partage mon temps entre écriture de livres, conférences et ce genre d'accompagnement. D'accord, hyper intéressant. Heu, je connais le test de Weiss, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un test qui est, hem, effectué par un ou une psychologue, Oui, ou toute personne qui a, les compétences pour le faire passer, je suppose, oui, et qui permet, d'établir un score, par, justement le QI, oui, et d'autres informations sur, la manière que l'on a de penser, le fonctionnement que l'on a et nos points forts, nos faiblesses et qui permet notamment de diagnostiquer, enfin oui, de poser le diagnostic du haut potentiel, si je me trompe pas. oui, en fait, alors, quand les gens sont extrêmement pointilleux, ils font la différence entre la détection du haut potentiel, c'est-à-dire c'est pas un diagnostic, parce que c'est pas une maladie, donc c'est une Mmh, détection, voilà et détection. hem et les psychologues, qui sont, spécialisés de ce sujet vont venir regarder, à travers des tests psychométriques, ta vitesse de traitement de pensée, ta façon de te repérer dans l'espace et ton niveau de logique, ta mémoire de travail et ton niveau de compréhension verbale, voilà. Et comme Mmh. c'est un en fait, le calcul qui est fait est un calcul statistique en fonction de ces 4 items-là. À la fin, bah, tu obtiens un chiffre, de QI, sachant qu'au départ, ce test qui est aujourd'hui effectivement le test qui est officiel, si tu veux, pour être reconnu, comme haut potentiel et pas du tout un test qui avait été, imaginé et envisagé, pour, identifier le haut potentiel. Mais pour autant, c'est celui qui permet d'avoir, la meilleure idée possible de quel est ton niveau de QI. Malheureusement, D'accord. il prend pas en compte, le stress que tu peux avoir par rapport au chronomètre, au regard qui est posé sur toi, le fait que tu peux éventuellement perdre tes moyens ou que, en raison de ton histoire de vie ou ton rapport à l'école, tu as pu, saboter complètement la culture générale ou avoir un trouble dyscaché de dyscalculie et être pas très fort en mathématiques. Voilà, donc ils peuvent l'identifier, mais du coup, ils arrivent à un résultat qui est non probant. Mmh, d'accord, OK, très clair. Mmh. Oui, moi j'avais passé le test de Weiss et c'est vrai que Mmh. c'est assez impressionnant à faire. Tu Ouais. as beaucoup enfin, retenir des chiffres, des suites de Mmh. chiffres, des calculs, des formes, c'était Ouais. hyper challengeant. Moi, j'avais adoré le faire, parce que c'était pas indispensable. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Je sais pas. Mmh. Moi, je me posais la question depuis très longtemps de voilà, de savoir, comment je fonctionnais. J'avais envie de savoir plus enfin, de comprendre un peu mieux, pas tant le chiffre final, mais plus, comment je traite les infos, en fait C'est et du coup, ça. c'était hyper intéressant, donc ça a confirmé ce que je pensais. Mmh. Après, comme tu dis, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, j'en ai rien fait du tout. Je suis restée avec mes informations et mes papiers et puis j'ai dit: «Bon, bah, d'accord, OK, bien, au potentiel, bon, qu'est-ce que ça apporte?» C'est surtout qu'est-ce que ça empêche de faire souvent? Mmh. Qu'est-ce que ça me bloque dans la vie quotidienne parfois ou voilà. Mais du coup, donc là, comme tu l'as dit, tu as sorti un livre donc en décembre dernier qui est Oui, disponible, en édition limitée, je crois et en c'est e-book ça. Ouais. Alors, qui oui, s'appelle c'est ouais, ça. Ouais, il est disponible en édition en fait, j'ai fait le choix d'une édition limitée parce que je suis très impliquée au niveau, environnemental et qu'il est entièrement éco-conçu, éco-imprimé, et cetera mmh. et pour, les personnes qui préfèrent la version, e-book, elle sort, la semaine prochaine. Ah bah, OK. Bah, Mmh bah, mh. du coup, elle sera déjà sortie quand Oui, l'épisode sortira, ouais, mais tu pourras je couper mettrai les alors ça. je mettrai non, mais je mettrai les infos, pour Ouais, retrouver le lien, ouais, du e-book. Donc du coup, ce e-book traite de, bah, l'hypersensibilité, le haut potentiel, l'autisme, le TDAH et les imbrications qu'il y a un petit peu entre ces différentes, manières d'être au monde qui sont ouais, parfois un petit peu, «mélangées» dans la tête des gens entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voit peut-être pas trop la différence entre hypersensible, haut potentiel oui, et aussi on se rend compte que parfois il y a des similitudes en fait dans ces différentes,
façon, d'être. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, bah, pourquoi tu as eu envie d'écrire sur ça et comment tu as procédé un peu? Oui, oui, bah, exactement pour, ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que, ces dernières années, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se reconnaissaient volontiers hypersensibles, alors que, bah, à leur contact, je me rendais compte qu'elles présentaient quand même, elles semblaient en tout cas présenter, des traits qui relevaient plus du haut potentiel. Donc du coup, j'ai voulu comprendre quelle était la différence concrète entre l'hypersensibilité et le haut potentiel. Et à dire vrai, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'investigation, de comprendre cette différence particulière parce que, les 2 notions se ressemblent, énormément, dès que tu vas consulter, ou écouter un podcast, une conférence, ou quoi. De fil en aiguille, j'ai eu envie de mener le même, travail d'investigation sur les traits autistiques parce que, en fonction de ton histoire de vie avec un haut potentiel et certains, événements, traumatisants, tu peux présenter, des traits qui rappellent en fait des traits autistiques. Donc ça m'a vraiment interpellée cette notion-là. Et puis après, je me suis aussi demandé pourquoi, certaines personnes passaient encore sous les radars aujourd'hui, alors que ces thèmes devenaient de plus en plus, étaient de plus en plus vulgarisés. Voilà, et c'est comme ça que Mmh. je suis arrivée sur, le sujet de la double exception, savoir, des profils qui présentent plusieurs, particularités neuroparticularités à la fois, et de fil en aiguille, je suis arrivée aussi, sur la notion de très haut potentiel, avec l'aide de Fabrice Michaud qui pour moi est celui qui, vraiment maîtrise, la totalité de ces sujets et notamment le très haut potentiel. Et à la OK. fin, et ben, j'ai voulu en fait mettre en regard en fait, pour moi, envisager tout ça comme une étiquette, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, c'est pas une fin en soi, d'être, une de ces neuroparticularités ou plusieurs. Au final, chacun d'entre nous reste profondément singulier, qu'on soit concerné par ça ou pas, et donc du coup, je suis allée regarder quels étaient les impacts de ton tempérament, de ton contexte de vie, notamment dans l'enfance, de la rapport que tu pouvais avoir développé avec les émotions et l'intelligence, et comment ça venait s'imbriquer avec, une ou plusieurs de ces particularités pour expliquer, qui tu étais en termes de personnalité, ta façon d'être au monde finalement. Voilà. Mmh. Très clair. Mmh. Oui, oui, bah, du coup, ben, on va aller sur le terrain, concret. Hem, comment tu pourrais, définir, l'hypersensibilité, le haut potentiel Mmh. et en fait, c'est quoi les différences? Parce que c'est vrai que, ça peut paraître assez flou comme, Oui. ouais. Ouais, c'est donc c'était pas facile, hein, d'arriver à cette différence-là. Mais en gros, si tu veux, ces 2 neuroparticularités sont d'origine neurologique au départ et donc d'origine génétique. C'est-à-dire que, les personnes qui sont concernées, présentent, toutes une anatomie cérébrale particulière, avec notamment plus de connexions entre certaines aires cérébrales. Mais comme, OK. on naît et grandit avec son cerveau, on ne se rend pas forcément compte que son fonctionnement est différent de la norme. Donc ça, c'est vrai pour tous ces profils-là. Après, si on en vient à l'hypersensibilité plus particulièrement, telle qu'elle est entendue, par la psychologue, Hélène Aron, hein, l'hypersensibilité, c'est d'abord une exacerbation, des 5 sens. Et en parallèle, une hyperémotivité qui est vraiment, très accrue et bien plus importante que la majorité, des gens. Donc en gros, les hypersensibles sont des personnes qui vivent les événements intensément, qui ont aussi une forte empathie, voire une sympathie, c'est-à-dire qu'elles sont de vraies éponges émotionnelles et elles s'approprient, presque, les difficultés émotionnelles ou la joie. C'est pas qu'elles s'approprient, c'est qu'elles partagent, si tu veux. Elles sont dans le même Mmh. état symbiotique que leur interlocuteur, qu'elles le connaissent ou pas d'ailleurs. Et ça donne aussi du coup des personnes qui ont une grande curiosité au monde et une bonne créativité, et leur plus grand don, à mon sens, c'est qu'elles ont un instinct, hors norme, notamment quand elles sont bien connectées cœur, corps, mental. Mmh. Ça, c'est l'hypersensibilité. La différence avec le haut potentiel, c'est que, les hauts potentiels ont au minimum, le sens visuel qui est exacerbé, mais pas forcément les autres sens. Donc ce sont des grands observateurs qui captent beaucoup, beaucoup de données, par ce biais-là, mais aussi par toutes les informations qu'ils vont pouvoir collecter, au niveau de l'information et de tout ce qui va les happer du fait de leur curiosité.
Et la particularité, c'est qu'ils vont ensuite traiter, l'ensemble de ces données de manière ultra rapide en privilégiant soit un mode plutôt séquentiel ou plus arborescent selon les profils pour arriver à leurs conclusions. C'est ce qui fait qu'ils ont ce détecteur d'incohérence permanent, et donc du coup une bonne capacité, d'audit des situations. Mais en contrepartie, c'est aussi ce qui fait qu'ils ont l'impression de penser sur tout et tout le temps, sans avoir, le bouton off mental. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est la définition pour le haut potentiel et du coup, la différence fondamentale entre les 2 profils, c'est qu'un hypersensible va vivre, et ressentir les choses intensément pour, ce qu'elles sont au moment même où ils expérimentent un événement ou une interaction. Alors que le haut potentiel, va immédiatement mettre la situation ou l'émotion première vécue en lien avec, sa banque de données mentales internes pour analyser l'ensemble. Qui est en face de lui? Qu'est-ce qu'elle ressent? Enfin, qui ou oui, qu'est-ce que la personne ressent? Quelle est son histoire? Que s'est-il passé dans des situations, similaires avec cette personne-là ou avec d'autres personnes? Et ce traitement-là mental va engendrer de nouvelles émotions qui prennent la place de l'émotion initiale. C'est la raison pour laquelle les profils au potentiel ont plutôt tendance à être facilement dans le passé ou dans le futur et plus de mal à s'ancrer dans l'instant présent. Et à mon sens, c'est ça la différence fondamentale entre un hypersensible et un haut potentiel. Voilà, mais pour autant, on peut aussi être les 2. Et donc ça donne des profils encore plus particuliers. Ah oui, ouais, parce que c'était ce que j'étais en train de me dire parce que, Mmh. enfin, en t'écoutant, je me reconnaissais, dans les 2 cas, Mmh. je me reconnaissais vraiment dans le côté, hyper curieux et le côté Ouais. empathique. Mmh. Ça, c'est un truc, ça peut faire défaut parce que il y a ce côté-là aussi où tu sais pas, tu penses que les gens sont gentils de Ouais, nature, tu vois? Et du coup, tu as ce côté un peu, pas naïf, mais, ouais. Barbe oui, à tu te papa. dis, Moi, j'appelle ouais, ça c'est le ça, côté tu barbe te à dis, papa, tu vois? Mmh. ouais, c'est ça, c'est les gens, tu te dis, «Il me veut pas de mal», sauf que parfois, même si la personne te veut pas de mal, ses intentions sont pas forcément, neutres, Oui, ou sans, juste dans la bienveillance et du coup, ça peut, amener à des quiproquos parce que toi, tu penses que la personne, elle est juste, en mode sympa avec toi et en fait, elle a d'autres idées et toi, tu captes pas et du coup, tu es un peu open parce que du coup, tu es gentil avec tout le monde parce que tu c'est voilà, ça. tu es et ouais, non, non, hyper intéressant et du coup, hem on parle aussi, parce que là, tu nous as vraiment, bien défini comment on reconnaît, voilà, un hypersensible, un haut potentiel et on parle aussi de haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel et là, du Oui. coup, c'est encore un step au-dessus. C'est quoi la différence? Alors là, en fait, c'est quand on évoque ces 2 éléments-là, il y a plein, de postures différentes qui sont en jeu. Et moi, en fait, depuis que j'écris, hein, sur ces sujets, je me suis rendu compte que c'était très, très important au départ d'expliquer la définition qu'on met derrière, le sens que nous on y met. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de quiproquos qui viennent de ça. Alors je m'explique, en fait, sur des forums, sur les réseaux sociaux notamment, tu peux parfois tomber sur les notions de HPI et HPE, avec, un sous-entendu derrière qui est comme une sorte de compétition ou un clivage, qui sous-entendrait quelque part que, être HPI, c'est être supérieur à HPE. Donc on va le dire tout de suite, en tout cas ici ensemble, toutes les 2, cette posture, moi, m'intéresse pas du tout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans mes livres, j'utilise uniquement le sigle HP, en supprimant la dernière lettre. Comme ça, il y a pas de débat. Voilà. En réalité, d'après mes recherches, il y a plein de formes d'intelligence, différentes. Il y en a même 9, d'après, le psychologue américain, Howard Gardner, sauf que certaines sont plus valorisées que d'autres, à l'école notamment et en France, alors qu'elles ont toutes leur utilité, offrant, des talents particuliers. Donc, si je suis un peu plus précise, les intelligences en lien avec la compréhension verbale ou avec, tout ce qui est, logico-mathématique ou de repérage, spatio-temporel sont extrêmement valorisées à l'école. Mais tout ce qui relève par exemple de l'intrapersonnel, de l'interpersonnel, du rapport à la nature sont peu valorisés, alors qu'en réalité, l'inter et l'intrapersonnel, tu t'en sers tout le temps, au travail, en interaction avec les gens. Donc quand tu as une intelligence très développée en la matière, c'est vraiment, une chance pour toi, j'ai envie de te dire.
Mmh. Donc, si on revient à ta question, plus précisément, en fait, le terme d'intelligence émotionnelle, il a été utilisé pour la première fois par, John Mayer et Peter, Salovey en 1990, puis après il a été repris et popularisé par Daniel Goleman en 95. Les compétences émotionnelles en tant que telles impliquent une bonne perception de ses propres émotions et aussi une capacité à les exprimer et d'autant plus correctement pour faciliter les interactions avec autrui. Donc ça suppose plusieurs compétences différentes. D'ailleurs, Fanny Marais, qui connaît bien le haut potentiel en général et cet aspect, m'a fait l'amitié d'écrire Un regard croisé dans mon livre, où elle aborde la question de cette intelligence émotionnelle. D'après mes recherches, cette intelligence-là, dépend grandement de ce qu'on a vécu enfant, de comment on s'est senti accueilli, rassuré, légitime à exprimer sa sensibilité et ses émotions naturellement ou pas. En parallèle de ça, donc, on peut avoir aussi ce qu'on appelle un HPI, c'est-à-dire un haut potentiel intellectuel, où là, vraiment, on va aller, stimuler, ces compétences, qui relèvent du mental. Du coup, on peut tout à fait être un profil, HPI sans être HPE. On peut être aussi le Mmh. contraire ou on peut présenter les 2 particularités. Mais de mon point de vue, chacune d'entre elles, offre son lot de forces et de bénéfices sans qu'il y ait lieu à une hiérarchie ou une compétition. Moi, je crois plus à la complémentarité des forces parce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice sociétal au final. Mmh. Hyper intéressant Mmh. et du coup, bon, on en a, entendu vraiment énormément parler ces dernières années et Mmh. j'ai parfois l'impression que, tu sais, certains parents cachent, les turbulences de leurs enfants Mmh. par, entre guillemets, je mets des guillemets, «l'excuse» Mmh. du haut potentiel ou de l'hypersensibilité. Ouais. En mode, «Non mais il est différent», et cetera et en plus de ça, j'ai remarqué, alors je peux pas généraliser, je suis pas assez experte dans le domaine, mais j'ai remarqué qu'il y avait aussi beaucoup de parents qui, mettent, les voilà, les turbulences de leurs enfants ou les crises, les colères Mmh. sur le dos d'une hypersensibilité ou d'un haut potentiel Mmh. et en fait, ces mêmes parents-là, des fois, tu te rends compte que, s'ils poussent un peu le côté, voilà, investigation et cetera, tu te rends compte qu'en fait, il y a un TDAH qui est présent. Donc, bon, c'est Oui. encore autre chose. Ouais. Hem, du coup, qu'est-ce que tu penses un peu de ce débat-là, en fait, autour des enfants, hyperactifs qui seraient, du coup, au potentiel, qui seraient, du coup, pourvus d'une intelligence différente, Mmh. qui justifieraient leur comportement parfois, bah, gênant? Mmh. Voilà, si je puis dire. Oui, Ouais, qu'est-ce que tu en penses? oui, mais c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est qu'on a pu lire, ces dernières années beaucoup d'articles de journaux ou entendre, beaucoup de retours d'enseignants, voilà, qui évoquaient, cette, forme «d'excuse» entre guillemets. En réalité, les enfants dont les parents sont réellement concernés par, ces particularités, mettent rarement en avant le haut potentiel ou l'hypersensibilité. C'est-à-dire, ce sont rarement des parents qui déboulent à l'école en disant, «Oui, vous savez, hein, mon enfant, il est HP, donc faut l'excuser de tout». Parce que quand ils, mettent le doigt sur, cette particularité, ils sont pas vraiment contents. Ils se disent pas: «Génial, mon enfant est un génie». Parce que, comme, les chiens font pas des chats, ils ont plutôt tendance à se dire: «Oh là là, cette particularité chez mon enfant va impliquer un sentiment de décalage avec les autres qui va être difficile à vivre». Et ils sont pas contents de ça, ils sont plutôt inquiets. Voilà, donc ils ont plutôt tendance à le cacher, à l'école. Donc ça, c'est une Mmh. réalité. Donc quand, on voit, arriver un parent, qui crie haut et fort ce genre de choses, moi je comprends qu'on ait, certaines réticences, voilà. Ou alors c'est que derrière il y a une systémique parentale, qui est aussi à investiguer si tu veux et qui peut Mmh. interpeller. Voilà. Par contre, en fait, ça reste quand même intéressant de se questionner, sur ce type, de profil. Si on revient, si tu veux, juste aux élèves qui sont au potentiel, en fait, il y a plein de profils différents de haut potentiel. Il y a une étude qui a été, menée, aux États-Unis et qui arrive même à la conclusion qu'il y a 6 types de profils d'élèves au potentiel. Donc tu as celui qui va être brillant, qui est le surdoué type qu'on peut facilement imaginer avec cette mémoire fulgurante et qui va sauter des classes. Mais tu peux aussi avoir un profil qui va être plus autonome
qui est plutôt un investigateur dans l'âme, mais qui peut avoir, un rapport plus difficile à l'autorité, parfois, mais qui reste dans les clous si tu veux. Tu peux aussi avoir, des profils féminins qui vont être très discrets, qui vont pas briller particulièrement. Elles sont dans la moyenne à l'école parce qu'elles vont mettre, à profit tout leur haut potentiel pour surtout, observer les relations, sociales et s'intégrer. C'est ça leur objectif, 1er. Voilà, pardon. Mmh. Mais tu vas aussi avoir des profils qui, eux, sont décrocheurs et en fait, ce sont souvent des profils qui ont des troubles 10 ou un TDAH, mais qui le haut potentiel et les troubles se compensent mutuellement et donc du coup, au fond d'eux, ils sentent bien qu'ils en ont sous la pédale et qu'ils n'arrivent pas à aller au bout de leur potentiel. Ils sont très, très frustrés et là où c'est gênant pour ces enfants, c'est qu'ils finissent par développer une estime d'eux, une confiance en eux qui est mauvaise pour les mauvaises raisons. Voilà. Et après, tu as encore un autre profil qui va être le profil provocateur parce qu'il a ce TDAH qui prend le dessus, voilà, sur le Mmh. reste. Voilà. Pour moi, en fait, là où c'est intéressant pour un enseignant ou une enseignante d'explorer ce sujet, c'est que c'est des profils qui peuvent, bousculer dans la classe, qui peuvent interpeller quand ils passent pas inaperçus et ça peut être gênant, pour l'enseignant qui doit, lui, s'occuper de la totalité d'une classe. Mais par contre, mieux comprendre ces différents profils, identifier qu'on en a un dans la classe et se rendre compte que si on a un profil avec une dominante Asperger ou avec un TDAH donc ou avec une hypersensibilité qui va après la pause du midi être déjà épuisé parce qu'il a tous ses sens qui sont, hyper exacerbés et qu'en fait, il en peut plus de se contenir émotionnellement. Si tu Ouais. identifies ça et que tu es capable de lui proposer de mettre un casque anti-bruit sur les oreilles et de lui proposer de faire une pause plutôt que de le forcer à rester assis sans bouger et à étudier la leçon alors qu'il est plus du tout en capacité de le faire, il va se détendre, il va se reposer et en fait, 20 minutes plus tard, il peut revenir dans la classe en ayant lâché sa soupape et là, ça devient tranquille pour tout le monde. Tu vois? C'est en ce sens-là que ça peut être intéressant d'aller, identifier cette particularité. On peut Mmh. aussi mieux comprendre que, l'ennui, chez un profil haut potentiel ou chez un profil TDAH, pour qui la répétition, ne fait pas sens. C'est-à-dire, soit ils ont compris tout de suite, et du coup, ils comprennent pas pourquoi on va répéter encore et encore les choses. Soit ils ont en plus un problème dans la persévérance et du coup, une fois qu'ils ont fait 2 fois une table de multiplication, ils comprennent pas pourquoi ils doivent faire les 6 autres parce qu'ils comprennent pas l'intérêt du sujet. Si tu apprends à identifier ces profils-là, tu peux proposer des exercices, facilement qui vont les stimuler aussi, sans qu'ils viennent perturber le reste de la classe, tu vois? Mmh. Voilà et à mon sens, si tu veux, c'est intéressant de se rendre compte de ça pour que, le système de la classe, soit bénéfique, pour tout le monde. Parce qu'à Mmh. la fin, si tu Ouais. veux ouais, c'est juste que quand ils rentrent à la maison, ces enfants-là, en fait, ils explosent à la maison. C'est pour ça que les parents Ouais. sont démunis derrière, tu vois? C'est ça que je voulais dire. Mmh. Ouais, je comprends. Après, c'est pas évident parce que, bon, là, c'est dans un débat plus, sociétal, mais, Ouais. on sait que le système éducatif est quand même, plutôt en crise, qu'il y Mmh. a de plus en plus d'élèves dans les classes et je pense que c'est quand même compliqué aujourd'hui pour un enseignant d'avoir les ressources nécessaires pour Oui, mettre en place des choses concrètement pour les enfants, qui sont concernés par ces sujets-là. Parce que finalement tu as pas, le temps, tu as pas les ressources, les outils, les casques, les machins ouais, et quand tu as 30 élèves à t'occuper et que tu es toute seule et qu'ils ont, 8 ans et qu'ils sont, déjà de base difficilement gérables, oui, mais bon, après là, c'est encore d'autres problématiques, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et ça me fait penser que j'étais tombée sur un article, en fait, quand j'ai préparé notre épisode, j'ai un peu, farfouillé dans les actualités ce qui se disait ouais. et en fait, je suis tombée sur, un article qui date d'il y a pas très longtemps, qui parlait d'un lycée qui a ouvert dans le 14e arrondissement de Paris, qui est dédié aux jeunes dotés d'un QI plus élevé, Mmh. mais qui ont des difficultés. Oui, C'est-à-dire qu'ils présentent, pas des échecs scolaires, mais ils font face à des difficultés à rester dans un cadre scolaire classique oui, et apparemment alors je sais pas s'ils venaient d'ouvrir ou si juste ils en parlaient parce que c'était un peu, le côté effet de mode, mais par contre, il y a d'autres établissements de ce type qui existent. Je pense que c'est des établissements, privés, où tu payes, voilà. C'est quoi ton avis sur ce sujet-là? Parce que moi, ça me questionne, j'attends ta réponse, mais mmh, moi, ce qui me questionne, c'est sur le côté, heu, comment dire? Séparatiste, mmh. d'entre guillemets
guillemets, des gens normaux d'un côté et Oui. des gens qui pensent différemment. Mmh. Est-ce que c'est pas, quelque part, problématique pour ces personnes-là de n'être que dans un entre-soi, tu vois? Mmh. De n'être confrontées qu'à des personnes qui pensent aussi vite qu'eux ou qui sont aussi créatifs qu'eux ou qui sont, un peu hypersensitifs, comme eux. Oui. Est-ce que ça a pas un côté un peu élitiste, et un côté, à les faire se sentir, quelque part supérieurs alors qu'ils ne le sont pas? Ouais. Et en même temps, peut-être que ça peut faciliter leur, parcours scolaire. Voilà, quel est ton avis sur le sujet? Et c'est sur ces mots que s'achève la première partie de cette série de 3 épisodes avec Sandrine Rouget sur le vaste sujet de la neuroatypie. Dans la seconde partie, il sera sujet de la capacité à soulever des montagnes malgré les différences, mais aussi du cas des entrepreneurs ou des athlètes de haut niveau. La question du lien entre la neuroatypie et les addictions. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle journée.